Bonsoir et merci d'avoir rejoint ce nouveau webinaire, le jury Covid-19, une initiative de LexisNexis et du Club des juristes dédié ce soir à l'application Stop Covid. Pour en débattre, nous accueillons Mathieu Bourgeois, avocat associé KGA Avocat, bonsoir, Bonsoir. et Marion Moine, avocate KGA Avocat. Bonsoir. Bonsoir. Si vous souhaitez poser vos questions à nos intervenants pendant la session, n'hésitez pas à utiliser le menu situé à droite de votre écran. Alors, parmi les outils de lutte contre la progression de l'épidémie de Covid-19, plusieurs pays recourent à des applications pour smartphone, dites de contact tracing ou suivi de contact. Ces applications ont pour objectif d'informer les personnes qui l'ont téléchargée et qui se sont trouvées dans un passé proche à proximité d'un autre utilisateur de l'application, lui-même diagnostiqué positif au Covid-19, dans la mesure où cette proximité induit un risque de contamination. Le gouvernement français a mis en place un groupe de travail piloté par l'INRIA, l'Institut de recherche en informatique et en automatique, pour réfléchir à l'opportunité et à la conception d'une telle application. Le caractère inédit et sans précédent de cette application soulève de nombreuses interrogations d'ordre juridique, sociétal et philosophique. Le traitement de données de santé, qui sont des données sensibles, doit en effet faire l'objet d'un traitement spécifique et d'une vigilance particulière au regard du respect des libertés. Nos invités, deux avocats experts des données personnelles, vont apporter leur éclairage en revenant sur les objectifs de cette application, ses modalités de fonctionnement et de déploiement, mais également sur les risques de détournement et les garanties qui devront présider à la mise en place d'un tel dispositif. Mathieu Bourgeois, pouvez-vous tout d'abord revenir sur le contexte de ce projet en rappelant les objectifs de cette application? Oui, merci beaucoup Florence. Bonjour à toutes et à tous. Alors le contexte, vous le connaissez bien entendu, c'est le contexte de la pandémie et du confinement. Alors en fait, avant d'expliquer en un mot, parce que ça sera très très court, l'objectif de cette application, faisons simplement un premier constat. Dans le monde, les pays qui se sont, disons, qui ont le mieux géré d'une certaine manière la pandémie, en particulier les pays asiatiques, sont ceux qui globalement ont utilisé le numérique. Parce que nous sommes dans un monde où nous sommes de plus en plus nombreux, et donc il faut gérer la masse, sans aucune connotation négative derrière mon propos, mais il faut gérer le nombre, si vous voulez, la multitude, et donc évidemment la technologie numérique, pour nous administrer dans le monde du 21e siècle, elle est très utile et parfois même elle est peut-être même nécessaire. Donc, quel est l'objectif de cette application et de ce projet gouvernemental? C'est d'informer les personnes, c'est-à-dire les personnes qui ont téléchargé l'application, de les informer qu'elles ont été à proximité de quelqu'un qui a été contaminé. Et donc, ayant cette information, eh bien, ces personnes pourront adopter un comportement adéquat, c'est-à-dire aller consulter un médecin, éventuellement se confiner, faire un test ou porter peut-être un masque le temps du test. En fait, c'est une aide, si vous voulez. Cette application est une aide qui doit donc nous aider à détecter un éventuel risque de maladie, de contamination, pour pouvoir nous protéger et surtout protéger les gens qui nous entourent. Donc, encore une fois, le contexte, c'est celui d'un risque sanitaire. L'objectif, c'est d'aider la population, de nous aider tous à lutter à lutter contre cette pandémie et à nous protéger. Voilà l'objectif de cette application. Merci. Que sait-on à ce jour des modalités de fonctionnement de cette application, Marion Moine? Oui, alors tout d'abord, il faut tordre le bras à deux idées reçues tenaces au sujet de l'application du Covid-19. Premier mythe, son fonctionnement nécessiterait de géolocaliser les utilisateurs. Alors ça, c'est totalement faux. Le projet du gouvernement, en tout cas en l'état, c'est d'avoir recours à la technologie du Bluetooth qui est embarquée dans la plupart de nos téléphones mobiles et qui sera utilisé pour identifier les contacts entre les utilisateurs. Donc l'objectif là, c'est pas de tracer les déplacements des personnes dans l'espace, c'est pas du tout ça, mais c'est bien d'identifier les contacts entre elles, comme le disait Mathieu à l'instant.
Deuxième mythe, les données collectées par son intermédiaire seront anonymes. Alors ça, on a pu le lire dans de nombreux journaux et on a pu l'entendre même dans la bouche de Cédric O. Alors c'est un abus de langage puisque pour être anonyme, il faut qu'une donnée ne permette pas d'identifier de manière directement ou indirectement une personne. Or là, au cas particulier, même si au moment du téléchargement de l'application, on ne renseignera pas nos noms, nos prénoms et notre adresse email comme on peut le faire dans la plupart des applications qu'on télécharge aujourd'hui sur le marché. On se verra attribuer quand même des identifiants pseudonymes et qui seront indirectement évidemment identifiants et donc qui sont des données à caractère personnel. Pour illustrer plus en détail le fonctionnement de l'application, je vais reprendre l'exemple que l'INRIA a donné récemment sur son site internet. Donc en fait, tout simplement, vous allez télécharger l'application et activer votre fonction Bluetooth. Votre appareil va recevoir plusieurs identifiants pseudonymes qui vont permettre en fait de vous identifier vous de manière unique. Simplement, vous en aurez plusieurs pour éviter le suivi. Donc en fait, votre identifiant va changer régulièrement et ça va permettre, par exemple, quand vous êtes dans un espace confiné, de réduire les risques de suivi et d'identification. Ensuite, pour le fonctionnement, il est relativement simple. Les téléphones vont dialoguer entre eux. Donc, c'est-à-dire que pour reprendre l'exemple d'Alice qui a téléchargé l'application, elle va être son téléphone, va dialoguer avec les utilisateurs de l'application qui se situent dans un rayon proche. Et ça va générer sur chacun de ces utilisateurs de l'application un historique des contacts qui va être stocké sur le téléphone. Lorsqu'Alice va se déclarer infectée du Covid-19 sur l'application, ça va faire remonter son historique de contact sur un serveur central. Et pour diffuser les messages, ce serveur central, l'application a développé un système où nos téléphones vont interroger régulièrement ce serveur central en envoyant nos identifiants pseudonymes. Et si votre identifiant pseudonyme figure dans l'historique de contact des utilisateurs qui sont déclarés Covid sur leur application, eh bien, vous allez recevoir un message vous indiquant que vous êtes susceptible d'avoir été infecté et qu'il faut prendre des mesures sanitaires et aller se faire tester et éventuellement se confiner. Alors, vous l'avez dit, l'opinion craint une forme de traçage numérique malgré tout. Quels sont les risques de détournement de cette application, s'ils existent, Mathieu Bourgeois? Oui. Alors, bon, déjà, vous avez compris en écoutant ce que vient d'expliquer Marion, que la technologie n'est pas basée sur de la géolocalisation, mais sur la mesure de contact rapprochée avec une technologie Bluetooth. Donc, il y a un premier risque, si vous voulez. Alors, quand on parle de risque, en fait, on parle de risque de détournement de finalité, puisque la finalité pour laquelle est mise en œuvre cette application, c'est de permettre à tout à chacun d'être informé et ensuite d'aller voir des professionnels de santé pour se faire détecter, se faire diagnostiquer éventuellement le Covid. Donc, il n'y a pas de risque là-dedans. Le risque, en fait, c'est si des personnes qui sont amenées à traiter, à exploiter cette application deviennent malveillantes et détournent les données à d'autres fins. Alors, les autres finalités, donc le détournement de finalité, ça pourrait donner lieu à de la surveillance, à du fichage, éventuellement à des discriminations basées sur la santé des personnes, etc. Ou à de la surveillance généralisée des déplacements, par exemple. Alors ça, ce sont les risques théoriques, Florence, mais au cas particulier, on voit bien que ça a été fait avec relativement de sérieux, cette application, ça a été pensé avec relativement de sérieux, puisque le législateur, a priori, a imaginé une technologie Bluetooth qui donc est moins invasive, moins attentatoire, si vous voulez, aux libertés, puisqu'on ne géolocalise pas les personnes, on arrive simplement à reconstituer les contacts, mais ça ne reconstitue pas leur trajet géographique. Et puis, ça, on aura l'occasion de s'exprimer un petit peu plus tard là, à l'occasion de vos prochaines questions. Vous verrez que la CNIL et le Conseil national du numérique ont émis un certain nombre de recommandations qui, a priori, devraient être suivies et qui vont limiter ces risques. Donc, les risques de détournement, donc de fichage généralisé, de surveillance, de discrimination basée sur l'état de santé, existent, mais devraient en principe être extrêmement diminués par l'existence appropriée. Alors, quelles sont ces recommandations justement, notamment de la CNIL? Oui. Alors la CNIL justement, elle a rendu une délibération donc le 24 avril assez complète
où elle explique justement différentes choses. Alors, tout d'abord, elle rappelle que bien entendu, nous sommes en présence de données de santé, puisque, je clarifie juste quelque chose, ce sont bien sûr des données personnelles, ce sont des données de santé, vous imaginez bien, pour la personne qui se déclare contaminée dans l'application, ça va de soi, mais ce sont aussi des données de santé pour les personnes qui ont été en contact avec ces personnes donc déclarées contaminées. Pourquoi? Parce que le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qualifie de données de santé l'information d'un risque de maladie. Donc, c'est une donnée de santé. Donc, la CNIL rappelle ça déjà dans sa délibération. Et ensuite, elle explique en termes de garantie, alors elle continue son raisonnement, elle explique que la première des garanties, c'est que c'est le volontariat qui doit présider à cette application. Autrement dit, personne ne doit être forcé de télécharger et d'utiliser cette application. Ça, c'est une première garantie. Parce que ça veut dire, Florence, que concrètement, il y a les Français qui ne souhaiteront pas utiliser cette application seront libres de ne pas le faire, et donc il n'y aura pas de fichage, de collecte généralisée de toute la population française. Ça, c'est la première des garanties. Il y a ensuite le fait que qu'il y aura en principe des dispositifs de sécurité, notamment des clés de chiffrement. Donc, c'est-à-dire que normalement, il y aura utilisation d'un dispositif qui va chiffrer les données pour limiter autant que faire se peut la possibilité de réutilisation de ces données par des tiers qui y accéderaient de manière illégitime, puisque le chiffrement, c'est rendre illisible des données sans la clé de déchiffrement. Donc, il y aura l'utilisation d'un processus de chiffrement. Il y aura une architecture technique qui va privilégier le fait que le serveur central ne disposera que des pseudonymes des personnes qui ont été en contact, d'accord? Mais a priori, les personnes qui se sont déclarées contaminées, leurs données ne remonteraient pas dans le serveur central. Je ne vais pas vous énumérer toutes les garanties que la CNIL liste et décrit dans sa délibération, mais elles sont nombreuses. La délibération fait 11 pages, et donc les choses ont été prises avec sérieux. Il y a notamment l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui a été impliquée pour justement aider à ce que cette application soit la plus sécurisée possible. Et donc, en principe, il y a un certain nombre de garanties qui devraient faire diminuer le risque, notamment, la dernière d'entre elles que je vais vous citer, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme d'enrôlement, c'est-à-dire qu'on ne devrait a priori pas créer, si vous voulez, saisir des données pour créer sur l'application un compte. Et donc, il y a le principe de minimisation qui a été assez fortement appliqué à travers cette application. Alors, je crois que le Conseil national du numérique a également rendu un avis plutôt favorable sur cette application. Que contient-il, Marion Moine? Oui, alors effectivement, le Conseil national du numérique a rendu un avis favorable sur l'application, en tout cas en l'état des informations qu'elle avait quand elle a été saisie par Cédric O le 14 avril dernier. Elle a simplement rappelé quand même que l'application devait s'inscrire dans une stratégie globale pour la santé publique, et ça ne pouvait pas être la seule solution à la gestion de la pandémie. Et elle a aussi formulé 12 recommandations pratiques à l'attention du gouvernement. Je ne vais pas revenir sur chacune d'elles, mais j'en ai relevé quelques-unes qui nous paraissent notables. Donc, tout d'abord, elle encourage les autorités à adopter un décret encadrant l'application et sa durée dans le temps, ainsi que les garanties pour la protection des données. Donc, on verra comment ça va s'articuler avec le projet de loi du gouvernement qu'ils vont présenter devant le Parlement au sujet de cette application. Elle a aussi fait une recommandation souverainiste où elle encourage les pouvoirs publics à être à l'initiative de cette application pour ne pas laisser l'initiative aux acteurs privés et donc du coup et ne pas laisser se multiplier des applications et donc voir l'utilité de ce type de mesures numériques réduite à néant. Ensuite, elle a aussi salué l'initiative de Cédric O qui prévoit de publier les codes sources de l'application pour davantage de transparence et encourager l'adhésion des utilisateurs à cette application.
et aussi pour tester cette application auprès de professionnels qui voudraient s'amuser à identifier des failles de sécurité et donc améliorer ces codes sources tout au long de l'utilisation de l'application. Enfin, elle suggère de changer le nom de l'application parce qu'elle considère que, donc le Conseil numérique considère que la dénomination Stop Covid porte des fausses promesses, puisqu'évidemment l'application ne va pas stopper la pandémie à elle seule. On l'a dit, il faut que ça s'inscrive dans une stratégie globale de santé publique. Donc du coup, elle propose de la renommer Alerte Covid. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Et enfin, elle envisage le cas de l'utilisateur mal intentionné qui souhaiterait se déclarer Covid pour faire une mauvaise blague à son entourage, par exemple. Alors là, elle propose une solution qui est assez innovante. Elle propose de collaborer avec les laboratoires médicaux qui pourraient tester les personnes au Covid et de collaborer en leur demandant en fait d'octroyer un code au moment où elle testerait quelqu'un de positif pour qu'ensuite ils puissent le rentrer sur l'application pour valider effectivement que la personne est bien infectée. Alors, sur les données collectées, pouvez-vous nous expliquer quelles données précisément vont être collectées par l'application, par qui, comment? Et surtout, ce qui interroge, c'est la constitution éventuelle d'une base de données médicale. Oui, alors on l'a vu dans le cadre du fonctionnement de l'application, il y aura uniquement des identifiants pseudonymes qui seront collectés et des données de santé, Mathieu l'a rappelé, qui seront traitées grâce… Excusez-moi de vous couper. Que deviennent ces données? Est-ce qu'il y a un risque de réidentification des personnes? Effectivement, enfin, on l'a dit, comme ça ne sera pas des données anonymes et des données pseudonymes, il y a toujours un risque de réidentification. Après, évidemment, ça serait une réidentification indirecte, ça va supposer des croisements de données, des informations. A priori, dans la majorité des cas, ça ne sera pas possible, sauf évidemment si sur les 14 derniers jours ou les 2 dernières semaines, vous n'avez croisé que 2 personnes. Bon, vous allez pouvoir en déduire, vous allez pouvoir faire vos conclusions. Donc ça, c'est un peu l'écueil du système. Mais sinon, a priori, il n'y aurait pas d'autres données que les identifiants pseudonymes et les données de santé. Et qui collecte? Alors, pour le moment, il n'y a pas de projet de loi, donc on ne peut pas vous dire exactement qui sera le responsable de traitement. Simplement, a priori, enfin en tout cas, si on se fonde sur l'avis de la CNIL, ça serait le ministère de la Santé ou une autre autorité sanitaire qui est impliquée dans la gestion de la crise. Ça, je pense qu'on aura confirmation dans le projet de loi. D'accord. Et la base de données, pour le traitement des données sur la loi qui est parue hier, quelle est la subtilité avec l'application Stop Covid? Oui, alors il ne faut pas confondre le serveur centralisé qui va être mis en place dans le cadre de l'application avec la base de données médicales qui a été créée par la loi du 11 mai cette semaine-là, donc, parce qu'en fait, elle a créé 2 bases médicales, une dénommée SIDEP qui veut dire Service intégré de dépistage et de prévention, et l'autre qui s'appelle Contact Covid. Ces 2 bases de données, elles vont suivre des finalités qui sont peu ou prou les mêmes que l'application, mais ça n'a rien à voir avec l'application qui va faire l'objet d'un projet de loi distinct. D'accord. Alors, vous l'avez dit, cette application serait mise en place uniquement sur la base du volontariat. Quel est le fondement juridique d'un tel dispositif et quels sont les intérêts juridiques en présence, Mathieu Bourgeois? Oui, alors c'est trompeur parce que la notion de volontariat, ça a donné lieu à un certain nombre de confusions, notamment dans la presse. Le volontariat ne veut pas dire consentement, je m'explique. Effectivement, la CNIL insiste sur le fait que cette application doit être mise en place uniquement sur la base du volontariat. Ça signifie que, je l'ai dit tout à l'heure, personne ne peut être forcé de télécharger cette application. Et pour être très clair, personne évidemment ne doit subir de conséquences négatives. Il est hors de question, bien entendu, que les personnes qui n'aient pas à télécharger cette application ne se voient refuser un accès aux soins, ça va de soi, ou est un accès discriminatoire, ou ne puissent pas se déplacer en ville sans leur téléphone portable, etc. Donc le volontariat, ça signifie qu'on a le droit de vivre sans. On a le droit de vivre sans le numérique. On a le droit d'avoir une expérience sans le numérique. Ça, c'est la liberté fondamentale. Et donc, c'est effectivement le volontariat qui la garantit. Ensuite, n'en demeure pas moins que pour traiter des données personnelles, vous savez, il faut une base légale. Il y en a 7. Et parmi ces 7, il y a le consentement, mais il y en a d'autres.
Et parmi les autres, il y a la mission d'intérêt public. Alors, la CNIL, je crois, il a été suivi d'ailleurs par le CEPD, c'est-à-dire le Comité européen, je crois que le Comité européen a dit la même chose, considère que la base légale pertinente, c'est la mission d'intérêt public. Pourquoi? Parce que, comme vient de le dire Marion, eh bien, c'est une autorité, en l'occurrence le ministère de la Santé ou une autre autorité, qui va être le responsable de traitement. C'est donc bien une personne de droit public, et donc elle poursuit bien une mission d'intérêt public. Donc, la base légale, c'est l'exécution d'une mission d'intérêt public. Donc, ça n'est pas le consentement. Ça veut dire qu'en clair, une fois que vous avez téléchargé cette application que vous étiez libre de télécharger ou pas, une fois que vous l'avez téléchargée, ensuite, il n'est pas question de vous demander, Florence, si oui ou non vous acceptez le traitement de vos données. Le fait d'avoir téléchargé l'application implique qu'ensuite, vous vous pliez d'une certaine manière à tout ce que ces fonctionnalités requièrent, et ces fonctionnalités requièrent le traitement de vos données de santé. Vous n'avez pas le choix ensuite. Donc, ça n'est pas le consentement ensuite. Et puis, comme ce sont des données de santé, Marion l'a rappelé, comme ce sont des données de santé, eh bien, ce sont des données dont le traitement est rigoureusement interdit, sauf dans 10 cas, qui sont ce qu'on appelle les cas d'exception. Et dans ces exceptions, dans ces 10 cas, il y a le consentement, mais on l'exclut pour la raison que je viens d'indiquer. Et il y en a d'autres. Et parmi ces autres cas, il y a ce que le RGPD nomme les motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique. Donc, c'est sur ce deuxième fondement, si vous voulez, vous avez compris qu'il y a un fondement à double détente, donc la mission d'intérêt public, et ensuite le motif d'intérêt public dans le domaine de la santé. Sauf que le RGPD prévoit que pour utiliser ce deuxième fondement, il faut une loi. Enfin, il faut un texte du droit de l'Union ou du droit de l'État membre. Donc, autrement dit, il faut une loi française, si vous voulez, ou un texte européen. Et donc, pour cette raison, le gouvernement a annoncé qu'une loi serait prochainement discutée à ce sujet. Mais, et ça Marion l'a rappelé, vous ne devez pas confondre ce que je viens d'indiquer avec la loi qui a été votée hier. La loi qui a été votée hier n'est pas du tout, la loi qui autorise l'application Covid. Pas du tout. C'est une autre loi qui prévoit la mise en place d'un traitement de données, notamment pour permettre à l'État de surveiller, de diagnostiquer et de faire le suivi épidémiologique, mais ça n'est pas du tout la loi qui autorise cette application. Donc cette loi, vraisemblablement, sera discutée et probablement adoptée prochainement. Alors justement, sur le calendrier, avez-vous des informations? Oui, alors initialement, le projet d'application, il devait être soumis au Parlement le 28 avril dernier. On a tous vu l'allocution du Premier ministre qui a reporté le vote parce qu'il y avait encore trop d'incertitudes autour de l'application. À cette date, ce que nous savons, c'est que l'application elle a été développée, elle aurait même été en phase de test cette semaine. Les codes sources ont été d'ailleurs publiés par l'INRIA hier soir, enfin en tout cas une partie des codes sources, donc en fait on avance. D'après Cédric O, l'application sera prête le 2 juin prochain. Donc, sera déployée le 2 juin prochain et fera l'objet d'une présentation préalable devant les députés le 25 mai. D'accord. Avez-vous connaissance des pratiques à l'étranger? On l'a dit, cette application est inspirée d'autres pratiques à l'étranger. Et cet outil qui est donc basé sur la base du volontariat, pourra-t-il s'avérer efficace et dans quelle mesure dans la lutte contre la propagation de l'épidémie? Oui, alors c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. J'espère que nos démocraties vont démontrer qu'elles savent utiliser le numérique démocratiquement, mais efficacement. Parce que si elles n'arrivent pas à le démontrer, malheureusement, ce n'est pas de très bon augure pour l'avenir de nos démocraties. Mais moi, j'ai confiance et je pense qu'on peut avoir confiance. Il faut simplement faire beaucoup de pédagogie. Alors, pour répondre à votre question, Florence, je ne vais pas m'étendre dans les détails sur ce qui se fait à l'étranger parce que dans le détail, nous ne savons pas toujours le détail. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que en Asie, je l'ai cité tout à l'heure notamment, en particulier en Corée du Sud et en Chine et à Singapour, il y a eu une application d'État qui a été lancée avec deux grandes tendances. Une tendance autoritaire, dans le sens neutre du terme, mais réaliste, en Chine et en Corée, puisque sur les smartphones des ressortissants, enfin des personnes situées, si vous voulez, sur ces territoires, eh bien, il y a une géolocalisation, en tout cas en Corée, qui est permanente. Donc, on voit bien la différence de philosophie entre
entre ces politiques, hein, où on géolocalise en permanence, et puis le choix français, qui est de ne pas le géolocaliser du tout, mais d'utiliser le Bluetooth. Donc Chine et Corée du Sud, des applications qui géolocalisent en permanence, avec une efficacité qui est ce qu'elle est et qui est incontestable, hein, semble-t-il, en tout cas en Corée, mais qui est très attentatoire aux libertés telles que nous les concevons en Europe. À Singapour, une application plus proche de la conception européenne, puisque basée sur le Bluetooth, de ce qu'on en sait. Ensuite, d'autres exemples, en République tchèque notamment. En République tchèque, eh bien, une application qui géolocalise, qui va au-delà nettement en termes d'atteinte à la vie privée de ce que nous tolérerons ici, mais qui porte probablement ses fruits. Et en Israël, aussi le gouvernement qui a lancé une application. En fait, dans tous ces pays, bon, la République tchèque, je ne serais pas capable de dire, mais dans tous ces pays, si vous voulez, Singapour, Corée du Sud, Israël, Chine, on a une forte culture numérique, globalement. Hein, ce sont des pays qui sont très numériques et qui ont une culture numérique. Et puis, disons-le, ce sont des pays qui sont plutôt dans un schéma de société de surveillance, parce que pour différentes raisons historiques, idéologiques, culturelles, ce sont des pays qui ont été en proie à des menaces, on pense à Israël notamment, ou ou tout simplement à la gestion du nombre, de la multitude. On ne gouverne pas 1,7 milliard de personnes comme on gouverne 67 millions d'habitants. Donc évidemment qu'un gouvernement qui gouverne la plus grande population de la Terre a très probablement plus besoin du numérique, à tous les sens du terme, pour gérer sa population. Après, c'est politique. Le choix est fait de l'imposer. Ça, c'est politique. Et c'est évidemment pas du tout notre façon de voir les choses. Alors maintenant, pour rebondir sur ce que vous disiez, moi, je pense qu'il faut souligner quelque chose qui est peut-être trop peu souligné, c'est qu'enfin, nous avons un réveil, je crois que c'est positif, il faut le saluer, nous avons un réveil de la souveraineté numérique en France et en Europe. Et je pense que c'est très positif parce que ça fait une quarantaine d'années qu'on met, pour différentes raisons, certaines sont bonnes d'ailleurs, des bâtons dans les roues de l'État à chaque fois que l'État veut lancer un projet numérique, parce que nous avons une histoire et nous avons connu, notamment à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, des traumatismes sur les fichages des personnes. Donc c'est évident, nous avons cette histoire et nous y sommes sensibles, et donc nous sommes très prudents et très attentifs à ce que l'État ne fiche pas les citoyens. Mais je crois que maintenant, il faut aussi quand même, il faut permettre à notre État d'avoir une certaine puissance numérique, bien sûr en respectant les libertés fondamentales, et c'est la raison pour laquelle je pense que là, le projet tel qu'il est en train d'être mené est fait de manière très sérieuse, parce qu'il y a une loi, parce qu'il y a une autorité très compétente, la CNIL, parce qu'il y a des acteurs très compétents, l'ANSSI notamment, qui se sont penchés, mais ne pas tomber, si vous voulez, dans un discours que j'entends parfois, qui est de ne jamais faire confiance à l'État pour déployer des technologies numériques. Parce que je vais vous dire, en fait, c'est très simple. Si nous tombons là-dedans, eh bien, nous serons une colonie numérique, tout simplement, parce que le monde ne nous attendra pas, et que les citoyens, les personnes ont besoin de numérique, et que les pouvoirs publics ont besoin de numérique, et que si ce n'est pas l'État qui lance ce genre d'initiative, alors à un moment donné, ce sera les GAFA ou ce sera des acteurs étrangers, et que nous n'aurons pas la souveraineté sur des informations essentielles. Et la santé fait partie des prérogatives régaliennes. Et donc, les données qui relèvent de la santé, enfin qui révèlent la santé de la population, je pense, doivent, c'est important, être menées, encadrées par, et si possible, sous la responsabilité de l'État. Voilà. Donc, je pense que la conclusion de tout ça, c'est que je pense que cette crise Covid nous fait grandir d'un grand coup, nous fait mûrir, nous fait lutter contre un certain illectronisme, un illettrisme numérique, et avec un peu de chance, va permettre une petite révolution numérique au sein de l'État. Merci, merci à tous les deux pour ces exposés très clairs, de nature à rassurer l'auditoire sur cette application qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Vous l'avez rappelé à plusieurs reprises. Nous allons, si vous le voulez bien, prendre quelques questions des auditeurs rapidement. Alors, je vois une question. Existe-t-il un mécanisme de vérification des données déclarées? Sinon, l'outil s'expose-t-il à une manipulation de ses usagers? Ne s'expose-t-il pas plutôt? D'accord. Alors, je pense, mais Marion, je ne sais pas si vous faites le lien comme moi. En tout cas, moi, par rapport à cette question, j'aurais tendance à faire le lien avec la recommandation du Conseil national du numérique pour, qui préconise en fait que les laboratoires, les professionnels de santé soient associés à ce dispositif et donnent un code, c'est ça, hein, c'est ce que vous aviez expliqué tout à l'heure, Marion, pour que les personnes qui déclarent leur contamination
ne puisse le faire qu'avec un code. Et donc, pour répondre à votre question, madame ou monsieur, et qu'il avait posée, eh bien, normalement, ça devrait limiter puisque si votre question porte sur l'exactitude, c'est ça, sur le fait que des données erronées puissent être saisies, c'était ça la question, Florence? Il y a un contrôle effectivement de l'exactitude des données. Alors, il y a une autre question sur la récupération des données mobiles en France. Se pratique-t-elle sans le consentement de l'utilisateur? Et comment, dans ce cas, sont protégées nos données, toujours dans le cadre de la lutte contre la progression de l'épidémie? Mais là, on parle davantage de géolocalisation, puisque ce sont les opérateurs téléphoniques qui fournissent des données à l'État. Oui, Ouais. alors effectivement, Orange a fourni des données à l'INSERM, mais elle en fournit encore, il me semble. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces données qui ont été transmises par Orange, ce sont des données qui ont été agrégées, donc qui sont anonymes et qui ne sont donc pas des données à caractère personnel, donc elles ne permettent pas de géolocaliser les personnes dans l'espace. D'accord. Et quel est l'objectif de cette transmission? Statistique, Marion, je crois, non? Exactement, c'était statistique pour analyser les mouvements sur le territoire national des personnes dans le cadre de la pandémie. D'accord. Il y a une autre question qui tient au Conseil constitutionnel. Est-ce que cette application est de nature à être censurée par le Conseil constitutionnel? Allez, Marion. Ça, on le verra, hein, parce qu'on n'a pas le projet de loi, donc on l'a vu dans le cadre de la loi du 11 mai cette semaine, qu'elle a été soumise au Conseil constitutionnel, qui a d'ailleurs fait quelques recommandations sur certains aspects des traitements de données à caractère personnel. Donc on verra si ça va être soumis au Conseil constitutionnel, il y a des chances. Alors, et une dernière question, si vous le voulez bien, qui s'adresse évidemment à tous les deux. En tant qu'avocat, que pensez-vous de l'extrême faiblesse du numérique dans l'institution judiciaire? Là, on sort un peu du cadre. Alors, Marion, je voulais te faire Allez-y, rebondir, Mathieu. mais non, mais je vais avoir des propos constructifs parce qu'on est tous dans l'institution judiciaire, je me mets dedans bien sûr, on est tous victimes parfois d'illettrisme numérique. Non, la question elle est large, on pourra en parler des heures, je vais essayer d'être court. Que pensons-nous de la faiblesse du numérique dans le judiciaire? Alors, deux choses. Premièrement, je pense qu'il faut avoir un plan Marshall pour le numérique dans le judiciaire, très clairement. Je pense qu'il faut former massivement les magistrats, les policiers et tous les professionnels de la justice au sens large, les avocats aussi bien sûr, tous les professionnels. Je pense qu'à la faculté de droit et dans les formations spécialisées de toutes ces professions, il faut absolument qu'il y ait du numérique. Il faut qu'on nous explique le physique du numérique, il faut qu'on nous explique le réseau des réseaux, il faut qu'on nous explique les éléments techniques, la façon dont tout cela fonctionne. Donc, il y a une problématique, si vous voulez, Florence, de formation et de compréhension. Parce qu'en fait, le problème du numérique, si vous voulez, c'est que c'est le premier univers, je suis désolé pour le bruit, c'est le premier univers artificiel totalement fait par l'homme, mais qui n'a pas été expliqué, en fait. C'est-à-dire que moi, on m'a expliqué la géographie à l'école, l'histoire, les fleuves, les rivières, mais on ne m'a pas expliqué et on n'explique pas encore. J'ai des enfants à l'école primaire, on ne leur explique pas de quoi est fait le numérique. Donc, il y a un problème de formation. Et dans le domaine juridique et judiciaire, le problème, si vous voulez, c'est que nous, les professionnels du droit, nous appréhendons, nous ne pouvons pas réglementer, plaider ou trancher un dossier si nous ne comprenons pas bien les faits. Donc, il faut absolument un plan Marshall du numérique au niveau de l'université et des écoles. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense, il faut aussi, en finir avec une certaine, je cherche le mot pour qu'il soit juste, avec un certain laxisme, je pense, vis-à-vis de certains acteurs qui ne respectent pas les règles. Et je pense qu'il faut appliquer la loi, en fait. La loi existe. Il y a énormément de lois qui régulent le numérique. Maintenant, il suffit d'édicter des lois, ça suffit. Il faut les appliquer. Voilà. Pardon, je vous passe la parole, Marion. Non, mais c'est bon, je suis d'accord avec tout. Après, simplement, peut-être pour compléter, c'est vrai que là, la crise Covid-19 a peut-être mis en exergue les lacunes du numérique dans le milieu judiciaire. Donc, c'est peut-être le moment qu'il y ait un rebond pour compléter.
de rebondir. Et j'ai une dernière question pour revenir à notre sujet. On vous demande, un droit à modification des informations collectées est-il prévu à votre côté? D'accord. Alors là, on parle toujours de l'application Stop Oui, on Covid. revient sur l'application. Ouais, ouais. Donc un droit à modification. Donc je réfléchis à votre question. J'essaye d'imaginer le cas concret, hein. C'est pas la mienne. Par exemple, ouais. Donc par exemple, je sais pas moi, quelqu'un se déclare contaminé, puis finalement il s'est trompé. C'est ça, par exemple. J'essaie d'imaginer. Ouais, on peut Bah, imaginer. ouais, bah, j'imagine. Alors C'est c'est une un bonne cas de question. figure qui est prévu, qui pourrait être prévu. C'est une bonne question. Mm. Je suis en train de Voilà, regarder. Bah écoutez, ouais, c'est ouvert. Enfin, la CNIL en parle en un mot. Elle dit simplement dans sa délibération, elle dit simplement qu'il faut. Je suis en train de regarder, hein, il y a un paragraphe. Il faut, voilà. Attendez, la commission insiste sur la nécessité de délivrer une information claire et précise, bien sûr, et puis d'exercer. Voilà, c'est ça. Elle dit qu'il faut absolument prévoir la possibilité pour les personnes d'exercer leurs droits, alors notamment le droit à ce que vous indiquez, à rectification. Et elle parle de modalités appropriées. Bon, donc on n'en sait pas plus. Non, on n'en sait pas plus. D'accord, mais c'est quand même quelque chose qui est prévu. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour ces Merci échanges beaucoup. constructifs qui ont donc mis en lumière les risques, mais aussi les garanties qui doivent présider à la mise en place d'un tel dispositif. Merci aux internautes nombreux à nous avoir suivis ce soir sur ce sujet. Demain, jeudi 14 mai à 14 heures, nous recevrons Thomas Clé sur le thème de l'arbitrage face au Covid-19. Je vous invite à retrouver les replays de tous nos webinaires sur notre chaîne YouTube LexisNexis et toutes nos informations sur notre site web. Bonsoir et merci encore à tous les deux. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir. Au revoir.